Lille, sa grand place, son beffroi et son petit juge qui en juillet 98 allait dévoiler à l'insu de son plein gré la plus grosse affaire de dopage de l'histoire du sport. C'est là que j'ai eu le malheur, d'autres pourront dire avoir le bonheur d'avoir à instruire l'affaire Festina. Ce jour-là, je ne devais pas être de permanence et je suis descendu au 8e étage puisque le parquet a son bureau au 8e étage. Et là, mon collègue m'a avisé que l'on venait d'interpeller le soigneur de l'équipe Festina. Et je n'ai pas, sur le début à tout le moins, pris tous les tenants et les aboutissants de l'importance qu'aurait pu avoir l'affaire Festina sur le plan médiatique. L'affaire Festina fut la bombe médiatico-sportive de l'été 98 et pour le juge Patrick Kay, le dossier qui a fait voler en éclats sa carrière, le début d'une vertigineuse chute sociale. En effet, depuis cette affaire, de refus de mutation en refus de promotion, l'homme a sombré dans l'alcool, divorcé et après avoir conseillé un ami de beuverie dans une affaire d'escroquerie, il a été emprisonné et chassé de la magistrature pour terminer SDF. Aujourd'hui, il se raconte dans un livre qui met en évidence l'effet délétère de l'affaire Festina sur sa vie d'homme et de magistrat. J'étais un petit peu atypique et donc l'on m'a fait comprendre que mon indépendance, j'allais la payer chèrement. Peu à peu, je me suis senti dévalorisé dans mon travail. Ça m'a coûté ma mutation à La Réunion, ça m'a coûté indirectement des problèmes de santé puisque je suis tombé dans une addiction alcoolique et ça m'a également coûté ma famille. Parce qu'on vous a supprimé toute promotion après. Disons, j'ai senti que j'étais grillé du point de vue promotion. Flashback, Tour de France 98. Le soigneur de l'équipe Festina, Willy Voet, qui s'est fait pincer avec dans sa voiture des produits dopants, est embastillé à Lille. Le 10 juillet, le juge Kay l'auditionne. Dans son minuscule bureau, le soigneur déballe tout. Le dopage médicalisé est organisé au sein de l'équipe Festina, la caisse noire pour le financer. Immédiatement, le juge Kay est entravé dans son action. Le parquet de Lille a pris l'initiative de faire une conférence de presse le jour même où je mettais en examen ou inculpé M. Willy Voet en indiquant que le parquet de Lille s'engageait à ne pas toucher au bon déroulement du Tour de France ni même aux coureurs. Quelques jours plus tard, le juge fait pourtant arrêter Bruno Roussel, le directeur sportif, et le médecin d'équipe, Eric Richcart. Les coureurs mis en cause par les aveux de leur directeur sportif se rebiffent. On essaye de tourner un feuilleton dramatique à notre égard. Pour d'autres informations, l'équipe Festina, il est hors de question qu'elle quitte le Tour de France. On est là venu pour le gagner, donc on ne va pas repartir comme ça, surtout pas. Mais le lendemain 17 juillet, la direction du Tour de France exclut Festina. Après avoir pris connaissance des derniers éléments d'information émanant du tribunal de Lille, après les avoir longuement pesés, nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. Au tribunal de Lille, on continue à mettre les bâtons dans les roues de Patrick Kay. Le président de la cour d'appel et le président de la chambre d'instruction qui viennent dans mon cabinet me demander des comptes sur les autres dossiers. Donc ça, vous l'avez senti comme une pression? Ça, j'ai senti comme une pression en disant le dossier Festina est un dossier important, mais vous avez deux dossiers. Donc arrêtez de privilégier le dossier Festina au détriment des autres dossiers. Le président du tribunal, à l'époque, m'a fait sentir que si je mettais en examen M. Virenque, libre à moi puisque j'étais un magistrat indépendant, mais qu'il fallait nonobstant que je pense à ma carrière. Et le public, fâché qu'on salisse la jolie vitrine du sport français, n'est pas le dernier à conspuer le magistrat. Des lettres d'injures, de menaces, des lettres couvertes d'excréments, des lettres m'invitant à les poursuivre, je cite, les petits arabes qui piquent les autoradios, au lieu de s'attaquer à des sportifs sains de corps et d'esprit. Qu'à cela ne tienne, le petit juge entêté fait auditionner les coureurs de l'équipe. Tous avouent le dopage, sauf le leader et idole du public, Richard Virenque. Patrick Kay, envers et contre tous, l'inculpe. Depuis, 11 ans ont passé. Relaxé lors du procès parce qu'il a avoué avoir été dopé à l'insu de son plein gré, Richard Virenque joue les consultants TV et capitalise sur sa renommée. À travers mon expérience de cycliste professionnel, j'ai souhaité vous apporter les meilleures formules adaptées à l'ensemble de vos pratiques sportives. Chaque année ou presque depuis 1998, on a pincé des dopés dans le peloton du Tour de France. Le public et les présidents sont toujours au rendez-vous, comme une impression de déjà-vu.
C'est bien pour Contador, c'est bien pour les frères Schleck, puis quand même Armstrong qui se bat comme ça pour assurer une place sur le podium. Quelle leçon! Patrick Hay a eu le temps de réfléchir derrière les barreaux et sur les bancs publics où il laisse filer le temps. Il ne se dit pas amer, mais désabusé. J'avais l'espoir que cela mettrait un coup d'arrêt au dopage. J'espérais également que des sportifs, et pas seulement les cyclistes, prendraient conscience qu'ils mettent en danger leur propre vie. Et je m'aperçois 11 ans après que ça n'a pas servi à grand-chose. Parce que le Tour de France et même l'ensemble du sport est gangréné par ce problème de dopage. Mais à l'époque, vous y avez vraiment cru? À l'époque, j'y ai cru. Comment vous expliquez, au fond, que rien ne change? Rien ne change en raison du fait que derrière le sport, il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de sponsors. Et au fur et à mesure, je m'aperçois que je me suis un petit peu battu comme Don Quichotte contre des moulins à vent. Directeur du laboratoire suisse d'analyse du dopage, Martial Soji était aussi sur le Tour de France en juillet 98 pour y pratiquer des contrôles sanguins. 11 ans plus tard, il éprouve un sentiment d'inachevé. Juste après le Tour de France, j'ai pu voir que les gens qui avaient été arrêtés, qui étaient, disons, conspués par la justice, ne l'étaient en tout cas pas par le public. Et finalement, je pense que tout le monde dira que, disons, le Tour de France 1998 a été le début d'un processus que l'on pensait plus drastique, plus brutal en termes de mise en place de procédures un peu plus sérieuses. Et puis, ça a pris beaucoup de temps. Et on n'a pas encore accompli ce qu'on pensait accomplir à ce moment-là. Si le juge Kell est tombé parce qu'il a osé s'attaquer à ce qu'il nomme la poule aux œufs d'or du Tour de France, c'est donc parce que l'argent reste au cœur du sport-spectacle, comme les grands tours cyclistes, le tennis ou le football. Une part très minoritaire du sport de haut niveau, mais la minorité qui, avec ses stars, suscite attention médiatique, passion et questions. On utilise le sport quand même pour, qu'est-ce qu'il faut dire, mettre en avant certaines valeurs. Et ces valeurs-là, on ne peut pas continuer à les avoir si on autorise le dopage, la manipulation, si on autorise finalement de tricher, non seulement avec ses concurrents, mais avec le public, en fait. Certains sponsors prennent leurs responsabilités, certains médias prennent leurs responsabilités par rapport à ça, certes, pas de manière durable, forcément, mais c'est clair que ça pose une question à la société. Est-ce qu'effectivement on peut banaliser ce genre de choses? À quoi bon avoir des règlements si on ne les applique pas? Allusion à Richard Gasquet, condamné en première instance à 2 mois et demi de suspension pour consommation de cocaïne, alors que Martina Hingis en son temps avait écopé de 2 ans. Allusion à André Agassi, qui avoue s'être dopé sans que cela pose problème à ses sponsors, comme Longines. Alors banaliser le dopage ou le refuser dans les sports-spectacles, la société devrait trancher. Jusqu'où le public est-il prêt à accepter que les sportifs aillent, au fond? Est-ce qu'on est d'accord de dire, ben, ma foi, il n'a pas gagné, mais il a été propre? Ou est-ce qu'on dit, je m'en fous, tout est bon pour gagner? La réponse, elle existe déjà, au fond. Je pense que le spectacle gagne de plus en plus de terrain et qu'une minorité de la pratique sportive est devenue un spectacle avant toute chose. Ça n'engage que moi. Le sport-spectacle qui pourrait dès lors tuer le sport tout court, un point de vue que n'est pas loin de partager Patrick Hay, l'ex-petit juge devenu fataliste. Ça serait moins hypocrite que la société admette une fois pour toutes le dopage. Maintenant, même si les sportifs sont prêts à encourir le risque de mourir à 30 ans, 35 ans ou de contracter un cancer, libre à eux, ils sont des adultes, ils sont majeurs et sans jeu de mots vaccinés. Donc maintenant, bon, c'est la société qui veut ça.